Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour une interview avec Anna Otashevich, journaliste du monde diplomatique qui est spécialisée donc autour des questions des Balkans et des mouvements sociaux et mouvements étudiants. Et elle nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour nous parler un peu de la situation en Serbie. Ce samedi 15 mars, il y a eu un rassemblement gigantesque à Belgrade. Alors, les estimations les plus basses, celles du gouvernement, sont de 100 000 personnes, mais quiconque a vu les vidéos sait que c'est complètement mensonger. J'ai vu passer des estimations un peu trop optimistes autour de 1,5 million, 1,6 million. Mais voilà, les chiffres, tu pourras nous dire les tiens, Anna, mais moi j'ai vu passer des choses plutôt réalistes entre 800 000 et 1 million de personnes. Et donc, voilà, on t'a aujourd'hui pour que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui se passe en Serbie. Il y a un gros mouvement social depuis novembre, et si tu pouvais aussi nous donner un peu de contexte historique pour qu'on comprenne d'où ce mouvement vient. Bonjour, merci de m'avoir invité. La situation en Serbie est quelque chose qui est assez particulier sur la scène politique européenne aujourd'hui, même si on parle peu. Mais il y a effectivement des choses très euh, bouleversantes qui se passent en Serbie et qui peut servir comme une sorte euh, d'avant-garde peut-être pour le reste du continent. À quoi s'agit-il? Donc, ce sont les grands mouvements. C'est un grand mouvement, ce sont des grands rassemblements de peuples, des gens autour du thème de la justice. Ça a commencé il y a 4 mois à Belgrade et à Novi Sad, dans les grandes villes en Serbie. Le début, c'était la racine de ces événements et de ces rassemblements, c'était un événement à Novi Sad, donc l'effondrement d'une partie de la gare de Novi Sad qui a provoqué d'abord une grande stupéfaction euh, et puis euh, qui a provoqué une colère qui s'est euh, a grandi à travers le pays et qui a finalement s'est transformé en un grand mouvement, d'abord étudiant, parce que ce sont des étudiants qui sont commencé ce mouvement, mais après un mouvement populaire. Et donc l'événement dont on parle aujourd'hui, le 15 mars, c'est ce grand rassemblement à Belgrade où on a vu des centaines de milliers de gens, après des chiffres, voilà, c'est toujours euh, la question en fait, combien de gens, mais c'est en tout cas c'est qui est clair que c'est un rassemblement qui est peut-être le plus grand rassemblement des gens, des populations, de peuples depuis des décennies. Et voilà, en tout cas, même plus grand que pendant la chute de Slobodan Milosevic, ancien président de la Serbie, qui s'est produit le 5 octobre 2000 et qui était un événement, un basculement en fait vers l'état actuel du pays, vers une nouvelle période de la Serbie, disons, après Milosevic et après des années sombres, euh, après des années sombres de 90. Euh, et donc, on assiste à quelque chose qui est, à vrai dire, jamais vu en Serbie et qui, où, qui touche en fait tous les cercles social. Donc, c'est pas seulement ce sont pas seulement des étudiants, ce sont pas seulement des agriculteurs qui sont très actifs dans ces moments. C'est vraiment plus en plus les plus vastes euh, couches de société qui sont impliquées. Et ça, on voyait aussi samedi dernier. On voyait différentes générations, différents profils sociaux, différents profils
d'éducation différents, enfin les gens qui sont venus des petites villes, même des villages très éloignés, des grandes villes. Donc c'est un mouvement populaire. On peut parler d'un Mm. mouvement populaire maintenant. Ok, ouais, c'est vrai que même moi j'ai été à Nice le 1er mars et j'avais vu ce que tu décris, cette diversité dans le mouvement, vraiment tous les âges très, très familiaux. Et comment t'expliques ça que on assiste à un mouvement, comme tu dis, le plus grand mouvement depuis la chute de Milosevic, depuis la fin de la Yougoslavie, et qu'on n'en parle pas du tout dans les médias mainstream européens. Maintenant, depuis début mars, depuis 2, 3 semaines, je commence à voir quelques articles passer, mais ça n'a pas du tout une résonance comme par exemple les Gilets jaunes pouvaient avoir. Donc voilà, comment est-ce que tu expliques ce silence absolu et aussi ce non-positionnement des puissances européennes ou voilà, d'autres puissances nationales mondiales? Je pense qu'il y a une confusion de la nature de ces moments et plus largement des événements des politiques qui se passent en Serbie. Vu de la France, c'est une région qui est euh, stratégiquement, géopolitiquement, pas la priorité pour la Mm, France ou voire même pas intéressant, mm, sauf quelques contrats économiques, quelques contrats voilà, entre la France et la Serbie dans les dernières années. Mais il y a combien? Il y a 6 ans, à peu près, à 2019, quand la diplomatie française s'est intéressée un peu plus sur la région. Et là, à ce moment-là, je me rappelle que c'était Nathalie Loiseau. Elle parlait d'un trou noir de la diplomatie française. En fait, c'est comme ça qu'elle a décrit pas seulement la Serbie, mais je dirais toute la région des Balkans. mm, Donc, pour la diplomatie française, c'est un trou noir, voilà. Et donc, ça peut expliquer aussi le manque d'intérêt des médias. Ça, mm. c'est une chose. Deuxième chose, c'est que il me semble que les médias en Europe, plus généralement, après, c'est difficile de parler comme ça, mais euh, voilà, en fait, on voit, si on regarde de près, quel est le sens de ces informations qui sont délivrées aux Européens. Euh, je pense qu'il y a un manque de connaissances, un vrai manque de connaissances de ces terrains, de ces luttes locales ou pas locales, en tout cas les luttes qui sont très liées à un contexte européen et pourtant très mal compris. Donc oui, oui, Après, il y avait pour les événements comme ça, le 15 mars, samedi dernier, donc il y avait des rapports, mais ça c'est plutôt les agences de presse, finalement, les informations les plus nécessaires, hein, en fait, qui parlent donc des chiffres, des gens, combien étaient. En fait, ils ne parlent pas vraiment de nature même de ces événements et ils donnent peu d'explications comment ça a pu arriver et quel est finalement pas seulement l'emploi de mouvements, mais la considération, l'importance de ces mouvements, pas seulement pour la région, mais aussi au-delà. Euh, ouais, bien sûr, et en plus, ces médias sont, enfin, pareil, il faut pas généraliser, mais il y a un côté très descriptif de ce qui se passe sans contextualiser. Et j'ai lu un article de Srećko Horvat, philosophe croate et cofondateur du mouvement DiEM25, donc Democracy in Europe Movement 2025. Il parlait de mouvements orphelins géopolitiquement, en disant que d'un côté, voilà, il y avait des intérêts vis-à-vis, par exemple, de ressources, notamment de lithium, pour on va dire, pour des forces plus occidentales, et un autre côté, pareil, pas un très grand intérêt pour les Russes ou les Chinois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Souvent, les choses qui se passent en Serbie, dans les Balkans, et même plus large dans l'Europe de l'Est, c'est un peu Hmm, l'espace, c'est là-bas. C'est souvent, cet espace est unifié dans la imagerie occidentale. Donc, forcément, on simplifie, on en donne des, des, des implications, des interprétations qui sont
soit simplifiée, soit erronée, carrément. Mhm. Donc, ça fait partie de cette, pas seulement manque d'intérêt, mais une certaine arrogance vis-à-vis ces parties de l'Europe qui d'ailleurs revient comme boomerang souvent. Et ça, on voit très bien aussi en Ukraine, en fait. On comprend mal tout ce qui se passe au-delà d'une certaine frontière, donc quand on parle de l'Europe de l'Est. Et là, Mhm. c'est de l'Europe du Sud-Est, donc c'est les Balkans, et la Serbie fait partie de cette région. Et donc, en fait, elle est souvent vue à travers une prisme géopolitique. Elle est souvent interprétée à travers cette idée que c'est une sorte de cheval de Troie de la Russie en Europe et que elle défend ou elle représente les intérêts russes, qui est pas vrai. Mhm. Il y a une neutralité géopolitique et politique voilà, sur la scène, en tout cas sur la politique internationale de la Serbie. Et ça, c'est dû aussi à son passé récent, son histoire récente, et elle était, je vous rappelle, bombardée par l'OTAN en 99. Mhm. Donc, elle essaie de n'importe quel gouvernement, en fait, de trouver un équilibre entre les grandes puissances dans les conditions géopolitiques et internationales qui ne sont pas favorables aux pays qui sont pas les puissances, quoi, tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'était difficile pour la population en Serbie et dans les Balkans d'être toujours taguée, qualifiée d'une certaine façon et de toujours revenir en même euh, idée reçue que c'est donc euh, un- quelqu'un comme président Alexander Vučić qui représente les intérêts russes. Mhm. Certes, dans ce gouvernement et autour de lui, il y a des gens qui, dans une certaine façon, sont très liés à Moscou. Mais la politique, donc, j'insiste encore, c'est plutôt trouver un équilibre entre les forces extérieures. Et là, on a une situation paradoxale que malgré cette idée reçue que c'est un pays ou un président qui représente ou qui est plutôt lié à la Russie, en fait, il est défendu par les Européens. C'est dans cette histoire de la lutte interne, donc de peuple contre un pouvoir qui menace contre un pouvoir qui menace et qui est devenu un danger pour la population finalement, pour le Mhm. peuple qui conteste et qui demande le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement tragique à Novi Sad et qui n'a pas les réponses ni concrètes ni satisfaisantes. Donc, dans ces situations-là où il y a une révolte révolte justifiée, révolte pacifique, révolte tout à fait dans la ligne des droits du peuple à manifester et à exprimer leur volonté populaire et politique, voilà. Euh, et donc, dans ces situations, bah, le président qui menace, qui utilise toutes sortes de pressions, qui a verrouillé les médias pour voilà, l'information juste et crédible, bah, lui, il est défendu par les Européens. Et pourquoi il est défendu par les Européens? Parce que ils ont l'intérêt plus important que la liberté des peuples. Donc, ce sont des intérêts économiques et ça, on a vu dans les dernières années. Et ces luttes aujourd'hui ou ces grands mouvements populaires qui se passent en Serbie, qui peut, dans certains
cas ressemblait même à Gilets jaunes. Donc, Hmm. parce qu'il y a aussi, ça se passe dans à l'intérieur du pays, dans les petites villes, on a des manifestations en fait dans les villes où bah, les gens n'ont presque jamais manifesté contre, voilà, où on sent cette oppression beaucoup plus fort et où le parti au pouvoir qui est dominant et qui a pris le contrôle de toutes les institutions et toutes les entreprises publiques, en tout cas, Hmm. exercent son pouvoir de façon très, euh, bah, parfois brutale, mais en tout cas très autoritaire. Hmm. Et donc, ces peuples-là, ces gens-là qui demandent pas seulement l'état de droit, mais les libertés, donc tout ça qui sont les principes de base et que principes que l'Union européenne doit défendre à tout prix, bah, eux, ils sont ignorés par les politiques à l'Union européenne et, au contraire, on a l'impression, ou les gens, on a l'impression à l'intérieur que c'est Vučić qui est défendu par l'Occident. Donc c'est Hmm. une situation paradoxale où dans les médias occidentaux, on parle de autocrates pro-russes, peut-être euh, est contesté à l'intérieur par une population qui est pro-occidentale, pro-européen. Voilà, il y a aussi cette simplification Hmm. toujours le même, donc qui, pour moi, en fait, montre que il n'y a pas la vraie connaissance des, de la politique en Serbie, ou des luttes politiques, des luttes, voilà, et que euh, aussi il n'y a pas de connaissance, par exemple, dans les grands médias en France, parfois euh, ils comparent ces mouvements avec les événements qui se passent en Géorgie ou en Hmm. Slovaquie ou ailleurs où il y avait d'autres types de contestations. Donc le fait qu'il veut le mettre tout dans le même rang, ça aussi, ça rentre dans cette logique de simplification et de euh, interprétation erronée. Donc, ça ne nous aide pas de comprendre ces parties du monde et ça ne nous aide pas surtout de euh, s- envoyer un message de solidarité à Hmm. ces populations en fait qui manifestent d'ailleurs pour les valeurs qui devront être défendues en fait par ces mêmes Union européenne. Donc voilà, je peux dire que, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les plénums et parmi les gens qui manifestent, ils sont très déçus par la réaction de l'Union européenne, par ses dirigeants, par ceux qui Hmm. se sont exprimés. Voilà, on a vu d'un côté Ursula von der Leyen qui venait en octobre dernier pour dire que l'équipe de Vučić a fait un très bon travail, voilà, qu'il y a une grande convergence entre les équipes de Ursula von der Leyen et d'équipe de Vučić. Et Hmm. c'était juste quelques semaines avant cet événement tragique qui a démontré encore une fois, c'est pas le seul événement qui s'est passé, mais c'est là qu'il y a eu un effet de bombe finalement dans le pays, en fait, a démontré encore une fois comment la corruption en fait tue et comment Hmm. ces pays fait pas suffisant pour pas seulement de lutter contre la corruption, mais aussi euh, de s'adresser à sa population en fait euh, de façon normale, digne, démocratique, voilà. Et donc, on a eu ça, on a eu ce soutien d'Ursula von der Leyen. On a eu avant la visite, l'été dernier, la visite de Olaf Scholz Hmm. et
président français Emmanuel Macron, qui sont venus en Serbie soutenir ou en tout cas souligner l'ancrage de la Serbie à l'Union européenne. Et ça, c'est Mm. aussi nouveau parce qu'il y a quelques années, on se rappelle que Macron parlait de que les conditions de l'entrée des nouveaux pays ne sont pas du tout réunies Mm. parce que ce pays-là, d'abord, il faut qu'il comprenne et qu'il adhère aux principes et aux valeurs de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas les conditions qui étaient avant, mais en fait, la question des valeurs, le thème des valeurs était lancé. Donc, le message était, ces pays-là ne sont pas à l'auteur, parce qu'ils ne comprennent pas presque à l'auteur politique ou culturel. Voilà, je sais pas, il parlait de cette notion de valeur qui peut être interprétée de différentes façons, comme on sait bien. Et quand c'est utilisé de façon politique, ça laisse la place pour euh, comme je dis, différentes interprétations et pour, en tout cas, une explication, action politique contre finalement cet processus qui est lancé avec les pays des Balkans de processus d'adhésion à l'Union européenne. Donc, c'était presque un message, bon, en fait, nous, on est pour que vous participez ou que vous venez un jour à cette famille européenne, mais là, ce moment est pas maintenant, parce que il faut, on se rappelle, il faut réformer l'Union européenne et tout ça. Et Mm. maintenant, en fait, on voyait dans une situation qui est, de point de vue géopolitique, encore pire qu'il y a quelques années, on dit en fait encore une fois, ah peut-être en fait, non, non, mais en fait, vous êtes très bienvenus, bien sûr, on parle d'un ancrage de la Serbie à l'Union européenne et de toute la région qui veut rien dire finalement, parce que voilà, ce sont des messages qui sont envoyés euh, euh, de tous les temps et enfin, politiquement, ça aucun, voilà, ça nous euh, euh, oblige à rien. Mm. Voilà. Bon, ce sont des appels comme ça de bonne volonté, que ça existe toujours, cette idée d'adhésion de cette région à l'Union européenne, mais en vrai, on fait rien. Mais là, en fait, pourquoi ces messages étaient envoyés? Parce qu'il y avait d'autres intérêts économiques, comme j'ai dit, parce que, il y a aussi une autre grande question en Serbie, ça c'est l'exploitation des mines de lithium, Mm. exploitation de lithium qui s'est avéré, qui existe dans une partie du pays, euh, des réserves assez importantes et que peut servir pour, par exemple, l'industrie d'automobile en Allemagne. Et l'Allemagne, depuis un moment, en fait, mm, essaye de négocier avec la Serbie, avec notamment le président Vučić. Et c'est ça, finalement, la source de son soutien Mm. qui a eu lieu en Allemagne. Donc, en fait, euh, on a un gouvernement qui est prêt disons, comment les gens voient les choses là-bas, en fait, vendre le pays, les terres de Serbie pour finalement s'assurer d'un soutien qui est le soutien d'un pouvoir politique qui est plus en plus contesté. Donc c'est ça cette euh, comment dire, relation avec l'Union européenne ou avec certains Mm. dirigeants les plus importants de l'Union européenne à ce moment. Et pour la France, et qui concerne la France, donc la France a des grands projets en Serbie. Euh, Ce sont des projets d'infrastructure. Donc, il y a le métro de Belgrade, il y a d'autres grands projets, il y a l'aéroport à Belgrade aussi, il y a euh, d'autres projets d'infrastructure. Parmi eux, il y avait aussi une petite contribution d'une entreprise française, Aegis, Mm.
dans cet événement, dans ce projet en fait de reconstruction de gare à Novi Sad, c'est une entreprise qui est très présente en Serbie, dans d'autres projets aussi également. Pas seulement Aegis, mais il y a donc Vinci, il y a Mhm. euh, d'autres euh, compagnies, enfin entreprises françaises qui sont plus en plus présentes. Donc pour les grands contrats, ça c'est d'un côté. Et là, la considération ou la calcul politique, comment je peux dire, en tout cas l'intérêt politique de la France, c'est pas seulement économique, mais aussi politique ou géopolitique, parce que à travers ces présences économiques, la France compte restreindre l'influence chinoise d'abord, Mhm. mais aussi russe. Donc en fait, ce vol économique, c'est aussi bien pour l'intérêt de la France en Serbie, parce que ça se passe d'une façon qui est pas très qui est légitime, mais pas très démocratique, c'est-à-dire par des contrats directement faits entre les États et pas par des appels d'offres ou Mhm. euh, par d'autres procédures qui normalement devront passer par l'Assemblée nationale. Non, ça passe par les lex specialis, par des lois qui sont donc passées par le Parlement où la majorité est donc la majorité de partis au pouvoir qui gère ces contrats entre pays et qui en fait sont très défavorables finalement à la Serbie. Mhm. Euh, voilà, parce que c'est souvent ce sont des crédits, ce sont euh, il y a tant de différentes facettes de ces contrats, pourquoi ils sont pas, ils sont analysés par les, les experts serbes pour montrer en fait que ça endette le pays, ça le met dans une position plus en plus semi-coloniale finalement. Mhm. Donc, mais là, la raison pourquoi la France est présente là, donc d'un côté, économiquement, c'est intéressant. Dernièrement, on a eu l'achat de 12 ou le vente de 12 Rafales, toutes neuves en fait, à la Serbie. La France a réussi de faire cette vente-là. Et là, encore une fois, en fait, on va pas. Pourquoi c'est dans l'intérêt des gens, en fait, des Serbes, Oui. de la population? Parce que dans quelles conditions ils vont, le pays peut utiliser ces rafales? D'ailleurs, en fait, le prix de ces 12 rafales, c'est beaucoup trop pour un pays et pour le budget de pays comme Serbie. Donc, en fait, voilà, on voit beaucoup euh, euh, des, des contrats économiques et euh, des échanges pas dans ces sens qui sont considérés, en tout cas en Serbie, comme quelque chose qui est contre l'intérêt de la population et qui est pour l'intérêt d'un parti, comme je dis, qui est plus en plus contesté, et pour ses soutiens en Europe qui, encore une fois, euh, ne, ne sont pas guidés par des grands principes de l'Union européenne, mais par Mhm. les intérêts de ces pays-là, de ces pays particuliers. Donc, il n'y a rien des valeurs européennes qui est derrière tous ces échanges maintenant qui se passent avec la Serbie, soit au niveau politique, soit au niveau économique.